Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Que sait-on précisément des méthodes de Guillaume de Normandie dans sa conquête de l'Angleterre? Que sait-on des moyens qui lui ont permis de connaître l'ascension que l'on connaît et les victoires et le destin tellement singulier? Il faut d'abord vous dire que quand Guillaume est devenu duc de Normandie, c'était à la mort de son père en 1035, il n'était âgé que de 8 ans, 1035. Ça fragilise le duché de Normandie, ce jeune âge du nouveau maître qui est en proie à toutes sortes de menaces extérieures. En réalité, disons-le, depuis sa fondation, le duché n'a cessé d'être la cible de ses voisins. La fondation en question, c'était en gros 120 ans plus tôt. Vous savez que la Normandie existe depuis 911. On avait eu l'occasion en 2011 de célébrer ce grand anniversaire. Alors, les voisins autour de ce jeune duché, que ce soit les Bretons, les Flamands ou les Français angevins, bref, tous sont unis par la volonté de rejeter à la mer cette colonie scandinave. Sauf qu'il y a une chose que les Vikings n'ont pas oubliée en s'installant en Normandie, c'est l'infiltration. Ils ont des agents disséminés chez leurs voisins pour essayer d'anticiper les attaques éventuelles qui peuvent survenir d'un peu tous les bords. Voici donc ce que nous disent Denessé et Deuve dans cet ouvrage sur les services secrets au Moyen-Âge. Et ils parlent de la Normandie de Guillaume le Conquérant, bien sûr. Les Normands, moins nombreux que l'ensemble de leurs adversaires, et ne disposant pas à leurs frontières de glacis leur permettant d'être prévenus à l'avance des offensives ennemies, durent porter leurs services spéciaux à un haut degré d'efficacité. Services spéciaux, vous avez bien compris qu'on parle là, c'est un anachronisme volontaire, bien sûr, pour montrer qu'il y a d'une certaine manière déjà des réseaux avec des méthodes, etc., qui peuvent faire penser à ce que beaucoup plus tard sera le renseignement moderne. Bref, c'est comme cela que, progressivement, le duché de Normandie va étoffer son réseau de renseignement chez ses voisins et particulièrement chez les Anglais. Il faut vous dire que le roi anglais, Édouard, est sans descendance. Il a promis à Guillaume qu'il ferait de lui son héritier. Il faut vous dire qu'il a une fâcheuse tendance, Édouard, à promettre ça au premier venu, mais enfin bon, Guillaume sait que le roi d'Angleterre est un petit peu, a tendance à faire beaucoup de promesses, et donc il sait qu'à la mort de ce roi, il va falloir se battre pour obtenir ce que lui estime comme son dû. Ainsi, durant les dernières années du règne d'Édouard, Guillaume va constituer cette espèce de réseau d'informateurs dont je vous parlais. Il faut vous dire qu'à la fin de ces années 1060, le rayonnement de la Normandie est grand. Le duc Guillaume est très respecté. Il faut vous dire qu'il a tout fait pour se faire respecter de ses voisins. Dans sa biographie de Guillaume, voici ce qu'écrit David Bates. La période écoulée depuis le milieu des années 1040 montre Guillaume pourvu de tous les attributs d'un prince guerrier du Moyen-Âge. Haut niveau de compétence dans la conduite de la guerre, son aptitude à soutenir le moral au moyen de récompenses et enfin son aptitude à imposer obéissance et fidélité portée par un charisme qui jouait sur la peur et la sécurité. Le rôle de Guillaume en Normandie ne tenait pas seulement à ses réalisations et à sa réputation, mais aussi à l'évolution du duché sous les ducs qui s'y étaient succédés depuis ses débuts au Xe siècle. Cette évolution en a fait, en termes actuels, un État remarquablement résilient. L'économie était prospère, en expansion, les villes s'agrandissaient et beaucoup de petites villes-marchés avaient été fondées au début du XIe siècle. Donc, une expansion qui est tout à fait visible sur place en Normandie, mais aussi dans les relais que possède le duché en dehors de la Normandie, et tout particulièrement de l'autre côté de la Manche, et tout particulièrement en Angleterre. La cour du roi Édouard a donc été infiltré de tous les côtés. Le secrétaire privé du roi, son chapelain, son chef écuyer, 3 membres de la chancellerie, un archevêque, 3 évêques, et quand je dis 3 évêques, dont l'évêque de Londres, tous ces gens-là sont des sources qui travaillent littéralement pour les Normands. Donc, vous voyez que les choses ne se sont pas faites tout à fait par hasard.
Et à l'échelle de tout le pays, on peut dire que l'administration centrale et provinciale est couverte par les agents normands. Il y a également pas mal de ports, beaucoup d'églises où les Normands possèdent des agents qui les renseignent. Au sein de différents châteaux sur la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles, le soutien des capitaines de château va être également déterminant dans la suite des événements. On a presque l'impression que la partie est jouée d'avance, et c'est très important d'avoir conscience de tout ça, parce que ça permet peut-être de mieux éclairer cette conquête incroyable de Guillaume et cette victoire tellement inattendue a priori d'Hastings. À la tête de ce réseau de renseignements se trouve le sénéchal du duc de Normandie qui s'appelle Guillaume de Crépon. C'est ce proche qui donne les directives, et en cette période où la santé du roi anglais est très déclinante, inutile de vous dire qu'on demande à tous les agents normands présents dans les différentes administrations anglaises, etc., des renseignements de plus en plus précis, notamment sur tout ce qui concerne les affaires militaires, la défense du royaume, l'armée, la marine. Enfin, quand je dis la marine, on est en 1066 en même temps, mais vous voyez, en tout cas, la présence maritime, pour être plus juste. L'abbaye de Fécamp en Normandie possède des terres dans le sud de l'Angleterre. Eh bien, elle va recevoir la mission de procéder à la réalisation de cartes qui recensent toute la côte sud, à la fois pour essayer de bien savoir où se trouvent les différentes plages, celles qui sont abordables, celles qui ne le sont pas, etc., mais aussi pour connaître les courants marins. Vous voyez qu'on va très loin. Et pour transmettre de l'Angleterre à la Normandie tous ces renseignements, eh bien, de nombreux ports anglais disposent d'un agent qui a son petit bateau qui peut traverser la Manche et venir informer précisément les Normands de tout ce qui se passe de l'autre côté. Autant vous dire qu'au mois de janvier 1066, on est fin prêt chez les Normands d'Angleterre, si je puis dire. D'ailleurs, il y a un agent normand qui vient de Londres et qui va traverser en vitesse la Manche avec une nouvelle qui, cette fois, va pouvoir bouleverser le destin de Guillaume. Vous écoutez Radio Classique. Alors quand un de ses agents arrive tout à fait exténué pour lui parler de toute urgence, Guillaume de Normandie se trouve près de Rouen, à Quevilly exactement. Et que vient lui apprendre cet agent ? Vous l'avez compris, c'est la mort du roi d'Angleterre. Le duc considère que la couronne anglaise lui revient de plein droit, je vous l'ai dit. Seulement, cet agent vient en même temps lui apprendre que, immédiatement après la mort d'Édouard, un grand seigneur anglo-saxon qui s'appelle Harold Godwinson s'est fait couronner roi par un archevêque. Donc il y a maintenant théoriquement un nouveau roi en Angleterre. Inutile de vous dire que Guillaume ne peut pas accepter ça, bien entendu. À partir de ce moment, il va tout faire pour mettre au point ce débarquement auquel il rêve depuis un moment, et évidemment dans une perspective aussi audacieuse, aussi improbable même, il va falloir mettre à profit tous les réseaux dont on dispose en Angleterre, bien entendu. Le nouveau roi anglais n'est pas dupe. Il anticipe les plans de Guillaume, il chasse d'Angleterre les personnes qu'il imagine être des agents du duché de Normandie, mais malgré ces manœuvres, Guillaume reste toujours très bien renseigné des agissements de son rival sur le trône. Je cite de nouveau cet ouvrage sur les services secrets au Moyen-Âge. Ces réseaux vont fonctionner avec précision et rapidité, malgré les mesures prises par Harold et le serment des seigneurs anglais. Les contacts normands au sein de l'aristocratie anglaise sont tels que même la veuve du feu roi Édouard et la propre sœur du roi Harold renseignent les Normands et favorisent les desseins du duc Guillaume. Un message écrit du shérif de l'Essex parvient également au duc, le comte de Norfolk passe secrètement en Flandre et de là arrive en Normandie où il donne de vive voix cette fois à Guillaume les dernières informations de l'Angleterre. C'est difficile d'être mieux renseigné sur tout ce qui se passe en Angleterre que ne l'est Guillaume depuis sa Normandie. Et toutes ces informations présentent une armée anglaise puissante, une marine anglaise qui ne l'est pas moins. Elle est composée quand même de 700 vaisseaux. Elle n'a aucun mal à s'imposer à tous les navires qu'elle croise. Si Guillaume veut
débarquer de l'autre côté de la Manche, alors il va falloir qu'il agisse avec ruse, et c'est ce à quoi il va s'affairer dans les semaines qui suivent. Il établit toute une stratégie afin d'essayer de fatiguer Harold, de l'affaiblir et de faciliter son débarquement. Alors là, il y a 2 diversions qui sont planifiées. Vous allez voir, c'est tout à fait incroyable. Dans un premier temps, on explique au roi de Norvège, n'oubliez pas qui sont quand même les Normands, n'est-ce pas? On a conservé quelques liens avec les cousins. On explique au roi de Norvège qu'il va devoir réaliser un débarquement dans le nord de l'Angleterre pour forcer Harold à diviser son armée en 2 et aller se porter au secours des populations du nord de l'île. Ensuite, le propre frère du roi Harold, qui s'appelle Tostig, et qui a rallié Guillaume, il a été sans doute grassement payé, va organiser des pillages dans la partie orientale du royaume. Et là encore, le but, c'est de pousser un peu plus le roi Harold à diviser ses troupes et à aller essayer de remettre de l'ordre de l'autre côté du royaume. Guillaume envoie une forte somme d'argent au roi de Danemark parce que le duc connaît la sympathie qui l'unit à Harold d'Angleterre et il faut que cette somme arrive à convaincre le Danois de ne pas intervenir dans le conflit qui s'annonce. Vous voyez que le jeu diplomatique est très important. On pourrait imaginer qu'au Moyen-Âge, les grandes campagnes, les guerres, les batailles se lancent comme ça, au jugé, à l'impression. Pas du tout. Tout ça est extrêmement préparé, extrêmement bien mis sur pied. Guillaume le Conquérant va également renforcer le contre-espionnage. Des côtes bretonnes aux côtes de la Flandre, il augmente le nombre de ses agents dont la mission est de capturer tous les hommes qui pourraient travailler pour Harold, parce que ce qui existe en termes de renseignement dans un sens existe dans l'autre aussi, bien entendu. On réinstaure les vieilles lois vikings qui autorisent l'exécution immédiate des espions ennemis à l'intérieur des ports ou des camps militaires. La marine de Guillaume est rassemblée à Dives-sur-Mer, vous savez, à l'époque, tout près de notre actuel Cabourg. Il ne faut pas que les espions anglais informent Harold sur l'état de la flotte normande. Durant le mois de mai 1066, le roi de Norvège va commencer ses fameuses manœuvres au nord de l'Angleterre. Le frère d'Harold, là, le fameux Tostig, va commencer ses pillages dans le sud-est du royaume. Harold sent que toutes ces manœuvres sont orchestrées par les Normands. Il n'est pas idiot, bien entendu, et il sait que diviser son armée l'affaiblit. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est bien obligé, néanmoins, de riposter contre les attaques qui se font jour. Alors, il tente d'envoyer des espions en Normandie, mais tous vont être capturés, ou bien quand ils rentrent, c'est pour dire qu'ils n'ont pas pu avoir énormément de renseignements. On ne sait pas exactement ce que trame Guillaume, qui de son côté s'investit énormément. Il sait que les mois en question sont absolument décisifs, ce sont les mois longs de l'année, et il sait qu'il va falloir aussi organiser le duché pour parer à tout ce qui pourrait se passer pendant son absence. Je cite de nouveau David Bates. Les chartes montrent que Guillaume se rendit à Fécamp, Rouen, Bonneville-sur-Touques, Caen et Bayeux dans le courant de l'année, indiquant qu'il avait parcouru la Normandie en tous sens pour superviser les préparatifs, consulter et exhorter. Plusieurs querelles furent réglées durant l'année, ce qui donne à nouveau l'impression que beaucoup mettaient de l'ordre dans leurs affaires et que Guillaume et son entourage jugeaient que la réconciliation et le respect de la justice étaient les bons messages à transmettre pour les années à venir. Des dispositions ont dû également être prises pour assurer le gouvernement en Normandie durant l'absence de Guillaume en Angleterre. On peut dire que là maintenant, le débarquement est proche, qu'il est très proche. Franck Ferrand sur Radio Classique. En Angleterre, le roi Harold sait que le débarquement du duc Guillaume peut maintenant survenir n'importe quand et il va tenter de recueillir le plus d'informations possible. Mais les informations qui arrivent de Normandie sont contradictoires et pour cause. On a tout fait pour qu'elles le soient, bien entendu. Il y en a qui disent que le débarquement est là, imminent, et d'autres disent qu'il n'aura pas lieu en 66, mais plutôt en 1067. Les agents de Guillaume inondent la cour d'Angleterre de rumeurs. C'est-à-dire que non seulement Guillaume est extrêmement
extrêmement bien renseigné sur tout ce qui se passe en Angleterre. Non seulement il a envoyé des agents pour préparer le terrain diplomatique dans l'ensemble des cours sur le pourtour de la Manche et de la mer du Nord, mais mieux que ça, il a également intoxiqué le roi Harold d'Angleterre avec de fausses informations. Je cite Éric Denessé et Jean Deuve, Harold connaît les Normands. Il sait que dans toutes leurs opérations, qu'elles soient politiques ou militaires, ils utilisent toujours ruse, intoxication et stratagème. Il craint d'être intoxiqué, mais ne parvient pas à faire la part du vrai et du faux. Ne sachant pas où va tomber le coup, il est obligé de laisser une partie de son armée et de sa marine le long des côtes orientales. Le 8 juillet, recevant des informations précises sur l'imminence du débarquement, Harold mobilise toute l'armée et les milices locales. Oui, sauf que là, rien ne se passe. C'était un leurre qu'il a encore été destiné à distraire les forces d'Harold et à fatiguer ses forces. Guillaume sait que l'armée d'Angleterre, plus puissante que la sienne, ne peut être mobilisée que 2 mois pour des raisons féodales. Et donc, il sait que, et puis pour des raisons d'approvisionnement également. Donc, il sait qu'il faut occuper cette armée le plus longtemps possible. Le 8 septembre 1066, les provisions de l'armée anglaise sont épuisées. Harold, à son grand regret, est obligé de démobiliser ses troupes. Or, il apprend que Guillaume, qui redouterait l'approche de l'hiver, a repoussé à l'année suivante le débarquement. En tout cas, ça, c'est ce qu'on lui a fait croire. Harold apprend que le débarquement norvégien pourrait survenir par ailleurs d'un moment à l'autre. Alors, il envoie le gros de ses troupes un peu plus à l'est et une grande partie de sa marine sur l'embouchure de la Tamise. De son côté, Guillaume n'a aucune intention d'attendre l'année suivante. Vous le savez, puisque le 12 septembre, il déplace l'ensemble de sa marine dans le port de Saint-Valery-sur-Somme, de sorte que la traversée de la Manche puisse se faire le plus rapidement possible en une seule nuit. C'est ça le but de Guillaume. Le 20 septembre, le roi de Norvège débarque sur la côte orientale. Il va assez facilement se rendre maître des milices locales. Il s'installe à 15 kilomètres de York. Pour le rejeter à la mer, le roi Harold n'a pas le choix. Que voulez-vous qu'il fasse? Il rassemble son armée et le voilà qui se jette en direction du roi de Norvège, il va faire parcourir à ses troupes 15 lieues, enfin 60 de nos kilomètres en seulement 5 journées. La bataille décisive a lieu le 25 septembre 1066 et elle va opposer d'un côté Harold, qui commence à être un peu déboussolé par tout ce qui se passe, et de l'autre, le roi norvégien, qui a été d'ailleurs rallié par Tostig quelques jours plus tôt. Vous voyez à quel point la diplomatie, le renseignement de Guillaume a fait merveille. Harold, certes, va remporter cette bataille et même dans la bataille en question, il va tuer son propre frère, Tostig, et le roi de Norvège d'ailleurs. Mais ses troupes n'en sont pas moins exsangues. Et voilà que le 27 septembre, des agents apprennent à Guillaume que Harold est parti vers le nord avec ses troupes. Dans la soirée même, dès ce soir-là du 27, Guillaume appareille avec sa flotte. Et le 28 au petit matin, il est, vous le savez, sur la célèbre plage de Pevensey. Et il ne rencontre aucune résistance. Il est là même où César avait débarqué quelques siècles plus tôt. Dès qu'Harold apprend le débarquement de Guillaume, il prend la direction du sud pour renvoyer les Normands à la mer, tout comme il vient de le faire avec les Norvégiens, alors que ses troupes sont encore très fatiguées du combat, sont totalement déboussolées. Voilà maintenant qu'on leur donne l'ordre de marcher vers Londres. Elles doivent parcourir en 6 jours 400 de nos kilomètres. Vous imaginez, alors là, ce ne sont même plus des marches forcées. Et de son côté, Guillaume veut combattre le plus vite possible, bien entendu. Il sait que les troupes anglaises sont très fatiguées. Harold veut renouveler la stratégie qu'il avait adoptée contre les Norvégiens, c'est-à-dire les attaquer par surprise, couper les troupes des navires, donc couper en quelque sorte les troupes du ravitaillement. Mais ce qu'ignore Harold, c'est que son armée est infestée d'agents normands qui préviennent tous les jours Guillaume de l'avancée. Et ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun effet de surprise. C'est Guillaume qui, au contraire, va pouvoir user de la surprise, puisque le matin du 14 octobre 1066, ça y est, nous y sommes, il va attaquer l'armée d'Harold, alors que celle-ci n'est pas entièrement rassemblée, ni en ordre de bataille. Et c'est une victoire totale pour les Normands. Vous savez que durant la bataille, Harold lui-même va être tué. Et à la fin de ce combat déterminant d'Hastings, de ce combat fondateur, les seigneurs anglais n'auront plus d'autre
d'autre choix que de se soumettre à Guillaume de Normandie, Guillaume le bâtard, Guillaume le conquérant. Vous écoutez Radio Classique.